au sein de la direction des études. Je vous propose d'attendre juste 1 ou 2 minutes, le temps que peut-être d'autres personnes se joignent à nous, et donc de démarrer ce webinaire du mardi, donc, qui est consacré aujourd'hui à la thématique le syndrome de l'imposteur. Alors simplement peut-être, repréciser, même si vous avez l'habitude, maintenant du distanciel et des webinaires, simplement repréciser, que d'emblée donc les caméras et les micros sont éteints, que si vous avez besoin, de nous contacter, donc si c'est une question, relative plutôt à la thématique. Vous avez donc le module, questions et réponses. Donc vous voyez le bouton en bas de l'écran. Donc nous allons également utiliser le chat tout à l'heure pour, donc vous verrez, il y aura de l'interaction. Donc on vous proposera effectivement de rebondir et de réagir surtout donc aux interventions, d'aujourd'hui. Donc vous aurez l'occasion de l'utiliser, et en parallèle, nous vous proposerons également un outil pour connaître, hem, vos avis, donc via des sondages. Donc, je vais vous mettre, le lien vers le sondage dès à présent, le temps que tout le monde, se joigne à nous, et nous allons ensuite commencer. Alors, donc je viens de mettre un lien dans le chat. J'espère que tout le monde le voit. Parfait, merci. Donc je vous propose peut-être, d'introduire, et ensuite, une fois que j'aurai fait voilà, cette petite introduction, nous aimerions, et surtout, les 2 intervenantes d'aujourd'hui, donc, Delphine de Maison et Pauline Quéré, donc qui représentent le cabinet de conseil Catalyse, aimeraient, voilà, savoir un petit peu plus sur, qui vous êtes, donc en tant que public, de ce webinaire aujourd'hui. Donc on vous proposera effectivement de répondre à ce premier sondage. Mais d'abord, donc quelques mots pour, introduire rapidement ce webinaire. Donc voilà, j'ai souhaité mettre en place, ce webinaire également à la suite donc du mois de mars, donc qui était donc le mois dédié, aux droits, le mois international des droits, des femmes. Donc pour faire suite à l'événement du 8 mars, et donc continuer à, échanger, sur les inégalités en général. Donc aujourd'hui, on parle effectivement du syndrome de l'imposteur, qui est un syndrome, donc un phénomène qui concerne beaucoup de personnes, pas uniquement les femmes, donc les hommes et les femmes, et nos 2 intervenantes donc auront effectivement des expériences à partager avec vous à ce sujet. Cependant, on sait tout de même que ce phénomène, concerne malheureusement davantage, les femmes, donc qui vont connaître, de façon plus, on va dire plus forte, le sentiment de ne pas être toujours à leur place, donc malgré, une très forte présence, puisque nous sommes donc dans des secteurs qui sont très féminisés, et quand je dis cela, je parle à la fois du secteur, de la santé et du social, mais également du secteur de la fonction publique. Donc, je vais vous donner quelques statistiques qui émanent donc des ministères. Donc, je ne sais pas si vous savez que ce sont les ministères sociaux. Donc, c'est une enquête qui date des chiffres donc qui datent de 2017. Donc, à l'époque, c'était encore l'appellation les ministères sociaux. Donc, qui arrive en deuxième place parmi les ministères français les plus féminisés, avec 71 de femmes, donc après l'éducation nationale. Mais également dans la fonction publique hospitalière, hein, donc la filière administrative, par exemple, compte 90 de femmes. Cependant, quand on regarde de façon un peu plus précise, ces chiffres à la loupe, on remarque également que seulement 41
des corps et des emplois de type A+, donc ça va être toutes les fonctions d'encadrement et de direction, sont occupées par des femmes. Donc, bien qu'elles soient donc largement supérieures en nombre aux hommes, on remarque effectivement qu'en termes d'emploi, de direction et d'encadrement, ce chiffre chute à 41%. Donc et de façon enfin de façon globale et de façon plus précise, on est à 49% dans la fonction publique hospitalière et 33% dans la fonction publique de l'État. Donc on voit effectivement que ces inégalités, pèsent donc sur les femmes et font également donc, peser davantage ce sentiment, donc d'imposture et qu'elles risquent effectivement de représenter un frein, à leur évolution professionnelle. Et j'ai parlé donc de façon particulière de ces domaines-là puisque ce sont également les 2 domaines d'intervention donc de prédilection de nos intervenantes aujourd'hui. Donc voici pour la petite introduction. Donc avant de connaître davantage ce syndrome de l'imposteur, je vous propose, et merci pour d'avoir remis le lien, je vous propose donc de cliquer sur le lien du WooClap. Donc je vais lancer le premier sondage et nous allons vous demander donc de cocher dans la liste, des propositions, donc de cocher, celles qui s'appliquent, à vous, afin que nous puissions avoir donc une idée un peu plus précise, des participants et participantes aujourd'hui à ce séminaire. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour répondre. Et je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir également. Voilà, l'évolution du sondage. Alors, est-ce que vous voyez le sondage apparaître à l'écran? Alors, il nous manque 4 réponses. Donc, si les personnes qui viennent d'arriver, je ne sais pas si c'est des personnes peut-être qui viennent tout juste de se connecter, il y a donc un lien dans le chat et nous souhaiterions connaître le profil des participants et participantes à la réunion. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien WooClap qui est présent dans le chat et choisir donc voilà, dans la liste le profil qui est le vôtre. Donc, nous voyons malgré tout qu'il y a donc une grande proportion de personnes, des publics hein, de l'EHESP, donc que ça soit personnel, étudiants ou élèves, mais également un quart donc des personnes qui sont extérieures à l'EHESP. C'est parfait. Bon, nous allons nous arrêter là pour démarrer. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais passer la main donc à nos intervenantes et plus particulièrement, je crois, à Pauline. Exactement. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Oui. Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nicoletta. Peut-être une précision par rapport au profil qu'on a observé, puisque nous avons la chance d'avoir également les prénoms des participants. Et donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans les participants de notre webinaire aujourd'hui, mais il y a des hommes. Donc, on pourra en parler, parce qu'effectivement, ce n'est pas un syndrome exclusivement féminin. Alors, pour animer ce webinaire aujourd'hui, donc je suis en compagnie, donc je suis moi-même Pauline Quéré et je suis en compagnie de Delphine de Maison qui prendra la parole plus tard dans ce webinaire. Bonjour à tous. On est toutes les deux coach et fondatrice du cabinet qui se nomme Catalyse, qui est un cabinet de coaching dédié au secteur de la santé, dans lequel nous proposons un accompagnement à la fois individuel et collectif
sur des thématiques de développement organisationnel, de développement des compétences humaines, du savoir-être, donc tout ce qui est management, communication, développement professionnel et personnel, ainsi que la qualité de vie au travail et le leadership au féminin qui nous a amenés à échanger avec Nicoletta sur différentes thématiques. Nous travaillons avec le secteur de la santé au sens large. Nous avons accompagné en 2020 plus de 500 professionnels de santé. Avec une satisfaction dont nous sommes assez fiers, donc nous vous avons mis ici. En termes de type d'intervention, donc nous intervenons à la fois sur du coaching individuel assez classique, du coaching de binôme, ça peut être un cadre de santé, un chef de service, ça peut être des associés au sein d'une start-up en santé ou toute autre configuration. On intervient aussi sur des thématiques de co-développement, donc ça c'est entre pairs, être amené à réfléchir sur sa pratique professionnelle, mais aussi des coachings d'équipe, des séminaires ou des webinaires, beaucoup de webinaires sur l'année passée, comme vous pouvez vous en douter, des conférences et des formations et des diagnostics de qualité de vie au travail. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapo, une grande variété de types de structures dans lesquelles nous intervenons, mais exclusivement au sein du secteur de la santé. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous parler de ce syndrome de l'imposteur, expliquer un peu ce qu'il en est, comment est-ce qu'on peut le détecter, vous donner quelques clés sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en présence de ce syndrome, mais aussi vous donner quelques exemples parce que dans nos accompagnements, notamment les accompagnements individuels, on rencontre fréquemment des personnes qui font face à ce syndrome de l'imposteur et donc vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a des choses à faire quand même avec ce syndrome de l'imposteur. On va essayer, malgré le nombre de personnes présentes sur ce webinaire, de favoriser les échanges et voilà, d'essayer de trouver des modalités pour pouvoir échanger malgré tout. Alors, nous voulions commencer par un petit conte taoïste et je vais vous expliquer à la fin du conte pourquoi ça nous semblait intéressant de commencer par cela. Un vieux paysan chinois possédait un cheval d'une rare puissance et d'une telle beauté que les plus riches du pays lui en avaient offert de fortes sommes pour le racheter. Et le vieux paysan répondait: «Jamais je ne le vendrai, je l'aime comme mon fils.» Un jour, il se rendit à l'écurie et il trouve la porte ouverte et le cheval a disparu. Son fils et ses voisins partent à sa recherche sans succès. Son voisin vient le voir et lui dit: «Tu n'as pas de chance, ton unique bête et la voilà perdue.» Le vieux paysan lui répond: «Qui sait ce qui est bien et ce qui est mal?» Quelques jours plus tard, il découvrit devant sa ferme une douzaine de chevaux sauvages. En fait, son cheval les avait attirés derrière lui en revenant du fond de la plaine où il s'était enfui. Voyant cela, le même voisin lui dit: «Ah, tu as de la chance, te voilà propriétaire de toutes ces bêtes.» Et le paysan lui répond: «Qui sait ce qui est bien et ce qui est mal?» Son fils se met en tête de dresser les chevaux sauvages et tombe et se brise net les deux jambes. Le même voisin lui dit: «Ah, tu n'as pas de chance, ton fils va être immobilisé pour longtemps alors que tu en as grand besoin pour te seconder.» Et le paysan lui répond: «Qui sait ce qui est bien et ce qui est mal.» 15 jours plus tard, une troupe de soldats et d'officiers fit irruption dans le village et enrôlèrent de force tous les jeunes gens valides pour partir à la guerre. Et vous l'aurez compris, son fils, qui avait les jambes cassées, n'a pas pu partir. Son voisin lui dit: «Tu as de la chance, ton fils ne doit pas partir faire cette sale guerre, on ne sait pas dans quel état nous, nos enfants vont revenir.» À votre avis, que lui a dit le vieux paysan? Il lui a dit: «Qui sait ce qui est bien et ce qui est mal.» Alors, on aime beaucoup cette histoire dans plein de situations, mais là, ça nous semblait intéressant pour vous dire que ce syndrome de l'imposteur, nous, on est convaincus qu'il n'est pas que mauvais. Et donc, c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. C'est qui sait ce qui est bien et ce qui est mal dans enfin, souffrir, entre guillemets, de ce syndrome de l'imposteur. Alors, d'abord, c'est important de revenir sur l'imposteur. Qu'est-ce que c'est? L'imposteur, c'est une personne qui trompe par de fausses apparences, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre.
C'est un syndrome qui a été observé par la première fois à la fin des années 70 par le docteur Pauline Clance et Suzanne Imes, et on appelait ça le phénomène de l'imposteur. Et c'est un phénomène qui déclenche chez les personnes concernées l'impression que leurs réussites ne sont pas méritées et la peur d'être démasqué en tant qu'imposteur. Cette impression d'imposture est liée à un sentiment profond qui amène des individus à douter de leurs compétences, de leurs réalisations personnelles. Mais souvent, elles sont amenées à attribuer leur succès non pas à leur propre mérite, mais à des facteurs extérieurs. Alors, avant d'aller plus loin, on a un petit sondage, si Nicoletta, vous voulez bien le mettre en avant, donc toujours sur WooClap. Je vais arrêter de Alors, partager. je viens de lancer le sondage et j'ai remis, le lien cette fois-ci bien pour tout le monde, donc tous les participants et les panélistes Et donc, et est-ce je que vous vais vous pensez partager souffrir de ce syndrome de l'imposteur et si oui, à quelle fréquence? Donc, c'est ça la question à laquelle on vous demande de répondre dans WooClap. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, euh, c'est dans la partie conversée. Donc, on voit qu'il y a pas mal de oui. On laisse encore quelques oui, instants pour laisser à tout le monde l'occasion tout à de fait. voter. Les derniers qui n'ont pas voté, j'espère que vous avez vu qu'il y avait le lien WooClap dans la zone conversée. N'hésitez pas. Nicoletta, on va peut-être clôturer le Voilà, je sondage. pense on peut arrêter, oui. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une forte proportion, hein, plus de 80% des personnes qui disent en souffrir très souvent ou de temps en temps. Donc, on voit que c'est quelque chose d'assez fréquent. Et d'ailleurs, il y a eu une étude du Journal of Behavioral Science qui montrait que 65% de la population aurait déjà souffert de certains symptômes de ce syndrome à un moment ou à un autre de leur carrière. Donc on est bien sur cette fréquence-là, même au-delà dans ce webinaire. Dans le secteur de la santé, on observe aussi bien ce syndrome dans les professions médicales que paramédicales ou administratives, donc dans les personnes qu'on accompagne. On note aussi qu'il est souvent plus fréquent en début de carrière, mais il se présente également chez des professionnels de santé plus seniors qui ont du mal à s'en défaire tout au long de leur évolution professionnelle. Et de notre point de vue, il est possible que l'importance accordée à l'expertise et au savoir-faire qui est si présente dans les métiers de la santé puisse être un facteur qui accentue le sentiment de ne pas être au niveau lorsqu'on ne se sent pas complètement en maîtrise du sujet. Donc voilà, donc effectivement, ça peut être une des choses qui explique pourquoi dans le secteur de la santé, c'est peut-être même encore plus fréquent qu'ailleurs. Alors, je vais reprendre la main. Attendez. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut diagnostiquer ce syndrome? Alors, on l'appelle syndrome, bien sûr, je suis peut-être en présence de quelques personnes qui ont des compétences médicales, donc on est conscient que ce n'est pas une maladie ou une pathologie, mais c'est plutôt un état psychologique. Mais du coup, il existe des signes qu'on peut appeler les symptômes
qui nous permettent de le diagnostiquer entre guillemets. Alors le 1er symptôme, c'est vous attribuez systématiquement vos succès à la chance ou au hasard. Donc les événements positifs de votre vie, vous vous dites que ça vient d'un élément qui est extérieur à vous, que cet élément, c'est peut-être la chance, c'est peut-être l'aide ou la complaisance des gens de votre entourage, avec souvent des gens qui nous disent: «Mais ils vont finir par s'en rendre compte». Donc ça peut être un des premiers symptômes. Un deuxième symptôme, ça peut être que vous manquez de confiance en vous et vous avez tendance à banaliser, à dévaloriser vos accomplissements. Vous refusez le mérite en tenant des propos comme, «Oh mais ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts» ou «N'importe qui aurait pu le faire». La le troisième symptôme, c'est, faire preuve d'un perfectionnisme ou d'un surinvestissement poussé à l'extrême. C'est les choses ne sont jamais, assez bien faites, assez poussées. Les individus qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont tendance à dépenser, beaucoup d'énergie, souvent trop d'énergie et parfois trop de temps par rapport à l'importance ou la complexité de la tâche qui leur a été confiée. Et du coup, leur succès, quand il arrive, sera à leurs yeux dû à la quantité de travail fourni et non à leurs propres compétences ou elles peuvent aussi dévaluer le succès en disant: «Oui, mais c'était pas parfait, c'était pas assez bien». Donc c'est ça c'est une des choses qu'on peut voir aussi comme un des symptômes. Le quatrième, c'est, vous avez une peur panique, de l'attention sur vous. Car qui dit attention, dit le risque d'être mis en échec ou que votre imposture soit dévoilée. Et donc cela peut vous pousser à vous auto-saboter pour éviter les félicitations qui vous mettent mal à l'aise. Et le dernier symptôme, ça peut être que vous avez tendance à ruminer, notamment à passer énormément de temps à essayer de comprendre pourquoi vous avez été choisi par vos supérieurs, par votre partenaire, ou aussi, plus négatif, à vous dénigrer continuellement. Donc on est vraiment sur différents éléments, qui peuvent, vous donner des indices que peut-être que, vous souffrez plus ou moins fréquemment de ce syndrome de l'imposteur. On voulait vous proposer, de mener une réflexion collective, là-dessus, en commençant par, les symptômes que je viens d'évoquer. Parmi ces symptômes, lesquels vous parlent le plus? Donc on va vous proposer à nouveau d'aller sur le sondage pour voir, quels sont les symptômes qui sont, le plus parlants pour, ceux parmi vous qui se reconnaissent dans ce syndrome de l'imposteur. Donc il y avait, attribuer, voilà, à la chance, banaliser vos accomplissements, faire preuve de perfectionnisme, avoir peur de l'attention ou passer du temps, trop de temps à se demander, à essayer de comprendre, pourquoi vous? Et vous pouvez cocher effectivement plusieurs réponses, enfin toutes les réponses qui s'appliquent à vous. Je c'est assez équilibré. J'avoue être un peu étonnée parce que souvent c'est la chance qui ressort, de manière prédominante. Là, on a la banalisation des accomplissements mais ils vont un peu de pair, hein, parce que parfois on Mmh. banalise les accomplissements en disant: «Oh j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé», donc ça peut aussi aller de pair. En tout cas, ça a l'air de parler, aux personnes qui se reconnaissent dans ces symptômes. Voilà, il y a encore quelques personnes qui votent. Super, merci beaucoup. Donc Je on est sur, la banalisation des accomplissements, qui est le symptôme dans lequel vous êtes le plus nombreux à vous reconnaître. 49 personnes qui se reconnaissent là-dedans.
suivi par faire preuve de perfectionnisme. Et ça, on pourra en reparler parce qu'on va vous donner des exemples d'accompagnement à la fin du webinaire. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour des problématiques de gestion du temps. Et derrière ça, se cache souvent, en tout cas dans ces accompagnements-là, ce perfectionnisme que ces personnes-là ont du mal à lâcher et qui du coup, effectivement, prend beaucoup de temps parce que non seulement il faut faire les choses parfaitement, mais souvent il faut les faire soi-même. Donc, ça parle de capacité à déléguer, et cetera. Et donc, il y a des choses intéressantes qui se jouent autour de ça. Et puis la fameuse chance aussi, ça c'est quelque chose qui revient fréquemment sur dire: «Mais oui, mais bon, c'est normal que j'ai réussi ça, n'importe qui aurait réussi et j'ai eu de la chance qu'on me confie ça», et donc ça, on pourra en parler également. Et donc c'est intéressant de voir, voilà, que ces 3 là sont prédominants dans, les personnes qui sont sur ce webinaire. Alors pour continuer dans la réflexion, collective, excusez-moi, je jongle entre mes fenêtres. On va vous demander d'utiliser, le fil de conversation, donc pas le film, questions et réponses, mais le fil de conversation pour nous dire, si vous en êtes d'accord, qu'est-ce que ce syndrome de l'imposteur vous empêche de faire? Donc on a vu que vous étiez assez nombreux à dire que voilà, ça vous arrivait de temps en temps ou souvent. Quand ça vous arrive, à votre avis, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, ce syndrome de l'imposteur? Si vous êtes à l'aise pour partager, une phrase, une réponse, une situation qui vous est venue où vous avez le sentiment que ça vous empêche de faire des choses, on pourra les relayer, ce serait intéressant. Est-ce qu'on a, Delphine, des réactions? Ça commence. Sinon, j'allais donner des exemples, mais ça y est, les exemples arrivent. Ça m'empêche de déléguer des tâches, de demander une augmentation, d'être prise au sérieux, d'exprimer mon plein potentiel, la peur de briller, qui est sur un autre, qui est sur un autre champ sémantique, si je puis dire. Ça vous empêche finalement de montrer pleinement que vous pourriez dire des choses intelligentes et brillantes quand les autres s'empêchent de demander quelque chose qui pourrait auquel ils pourraient avoir un refus, de postuler ailleurs, d'affirmer mon point de vue, d'être en situation de responsabilité, mais plutôt en support, de lâcher prise parfois, d'essayer de nouvelles choses, de postuler sur certains postes, d'avoir confiance en mon travail, de faire confiance dans le travail des autres. Alors effectivement, il y a ce sentiment d'imposteur peut empêcher de faire confiance aux autres. Effectivement, on va l'évoquer aussi. D'expliquer comment je fonctionne dans le travail, de lever ce que je suppose être des doutes de la part des autres, d'être sereine dans le rendu des travaux. Alors plusieurs mettaient, on va reprendre ce que vous dites après, mais mon sentiment d'imposteur m'empêche de postuler. Et ça, c'est intéressant et c'est peut-être aussi parfois lié, notamment puisqu'on l'évoquait puisque Nicoletta l'évoquait en introduction, au genre aussi, enfin au sexe. On voit souvent que les femmes s'empêchent de postuler à des postes pour lesquels elles pensent qu'elles n'ont pas toutes les compétences, là où les hommes s'empêchent moins de postuler et vont postuler plus facilement vers des postes pour lesquels ils n'ont pas forcément les compétences. Et j'ajouterais au-delà de ça, Delphine, va avec ça de négocier, que ce soit négocier son salaire, que ce soit négocier des ressources additionnelles pour un projet, que ce soit négocier voilà, des besoins de budget, et cetera. Toute cette thématique où du coup on n'ose pas nécessairement aller faire ça. Et là, pour le coup, relativement lié au genre, ou en tout cas plus lié au genre féminin que masculin. De douter de ma légitimité à m'exprimer m'empêche de déléguer, de m'imposer même si je sais que j'ai raison, de m'affirmer alors que je sens que j'ai raison. Donc, vous voyez, encore empêche de me penser légitime. Donc tout à fait, tous ces sujets que vous évoquez, effectivement, sont des petites voix qui viennent vous dire tu n'es pas légitime, tu as tort, que vont penser les autres, comment tu vas être regardé. Alors effectivement, m'empêche de déléguer aussi parce qu'on se dit alors il peut y avoir plusieurs raisons, donc je ne fais que supposer, mais n'hésitez pas à préciser. Mais empêcher de déléguer, ça peut être parce que les autres vont penser que je ne suis pas capable de le faire moi-même,
ça peut être aussi, finalement, je serais sûre du travail que je fais si je le fais moi-même et je serais moins exposée si je délègue moins. Ou comme je C'est suis intéressant. perfectionniste, si je délègue, ils n'arriveront pas à le faire au niveau d'exigence qui peut être le mien, etc. Donc effectivement, et on en reparlera dans les exemples, c'est un des sujets qui émergent. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres oui. thématiques qui ressortent? M'empêche de gagner du temps car j'en ai fait des caisses, ça c'est très intéressant. Souvent le syndrome de l'imposteur vient vous faire perdre du temps, effectivement, on va y revenir, parce que ça ne va pas être fait comme je pense que ça doit être fait. Donc effectivement, c'est ce que Pauline venait d'évoquer. M'empêche de profiter de mon temps parce qu'on perd beaucoup de temps à se battre contre son propre imposteur qui vient nous parler. Donc effectivement, m'empêche de profiter de mon temps, m'empêche d'être pleinement présent parfois aussi. Alors certains n'ont pas forcément évoqué, vous ne l'avez pas forcément évoqué. Me fait passer pour une fausse modeste. Très bien, oui, Oui, c'est c'est intéressant. possible Effectivement, aussi. ça peut être un des éléments qui revient un petit peu en boomerang. C'est que les autres pensent que c'est de la fausse modestie de dire mais non, j'y suis pour rien, n'importe qui aurait réussi. Ça peut être effectivement attribué à quelque chose qui peut générer de l'énervement à votre insu, alors que réellement, c'est ce que vous ressentez. Alors, on vous a parlé tout à l'heure de qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, on voulait vous amener à réfléchir à une deuxième question qu'on va vous faire remplir à nouveau dans WooClap par le biais d'un nuage de mots. Et si ce syndrome de l'imposteur avait une utilité, qu'est-ce que serait cette utilité? Qu'est-ce qu'elle pourrait être d'après vous? Parce que nous, on est convaincus qu'il a quand même une utilité. Et donc, quelle pourrait être cette utilité? Donc, à nouveau, on va vous demander d'aller sur WooClap et de rentrer cette utilité. Vous pouvez à la fois l'entrer vous-même ou vous pouvez liker ce que d'autres personnes ont marqué si c'est cela qui vous parle. Et vous pouvez faire les 2 aussi, c'est-à-dire Et si faire vous les deux. voyez Merci, des Nicoletta. réponses, qui sont pertinentes pour vous, vous pouvez liker et puis rajouter aussi votre petit grain de sel, si vous voyez pas, voilà, la proposition que vous aviez en tête. On voit que remise en question a l'air de fédérer, mais il y en a d'autres. On va laisser un petit peu de temps à tout le monde pour. Donc, la question, c'est vraiment s'il avait une utilité, ce syndrome, quelle pourrait-elle être? Et je suis ravie de voir que beaucoup trouvent quelle pourrait être cette utilité. Donc ça vous parle aussi de se dire que peut-être qu'il a une raison d'être et qu'il vous aide à en faire quelque chose. Dépassement de soi, tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup et souvent, les personnes qui souffrent de ce syndrome sont des personnes très engagées, dans leur travail, et ça les pousse au dépassement de soi. Parfois, jusqu'à l'épuisement professionnel, qui peut être un autre sujet qu'on aborderait, dans un futur webinaire, mais effectivement, c'est un des moteurs, de ce syndrome. Alors l'humilité aussi qui apparaît, vous disiez, on peut sembler faussement modeste, mais ça permet aussi ce syndrome peut aussi permettre de rester modeste devant des réussites. Tout à fait. Ça continue à bouger, donc il y en a qui, dépasser ses limites, c'est intéressant aussi de se dire que voilà, ça nous pousse à aller au-delà. Alors, il faut pas, pour arriver à dépasser ses limites, il ne faut pas se retrouver tétanisé parce que parfois, s'il prend trop de place, ce syndrome de l'imposteur, il peut nous empêcher de sortir de notre zone de confort, nous empêcher, on l'évoquait tout à l'heure, d'aller demander quelque chose, d'aller négocier quelque chose, d'aller se mettre en avant pour un nouveau poste, pour une promotion. Donc, à la fois, il peut, si on arrive à le canaliser, nous pousser à dépasser nos limites ou il peut nous tétaniser si on le laisse prendre trop de place. Toujours s'améliorer également. Alors il y a
s'ouvrir aux autres ou travailler collectivement, travail collaboratif qui apparaît. Alors, certes, il peut aussi favoriser ça parce que, parce qu'il est là, parce qu'il permet de se questionner, il fait qu'on s'ouvre plus facilement aux autres ou qu'on est plus attentif aux besoins des autres. Une des choses qui est intéressante parce qu'il y a plusieurs choses autour de l'écoute, d'écouter les autres, et cetera. C'est, dans les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, dans leur posture managériale, souvent, elles reconnaissent que, ça rend leur relation avec leur équipe plus sereine parce que leur équipe sent aussi qu'il y a cette vraie écoute et cette modestie qui permet de se remettre en question et qui est assez apprécié dans les équipes. Donc, ça peut être un vrai bénéfice dans la relation managériale également. J'ai l'impression qu'on a eu ça a l'air pas mal de... de se stabiliser. Oui. Je pense que c'est pas mal là. Est-ce que je vous redonne l'écran? Oui. Oui, tout à fait. Merci Nicoletta. Alors, c'est d'ailleurs moi qui vais reprendre l'écran. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc, c'est moi qui continue, en fait. Et excusez-moi, hop, que je retrouve. Pour continuer sur ce syndrome de l'imposteur, une autre façon de l'aborder, c'est de parler des messages contraignants. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des messages contraignants. C'est des petites phrases qu'on entend depuis notre enfance et qui résonnent de longues années dans notre tête. Ça, c'est un résumé. Je vais pas, ça prendra beaucoup trop de temps de vous expliquer tout en détail ce que sont ces messages contraignants. C'était développé par Eric Berne, qui est le pape de l'analyse transactionnelle. Et donc, ces messages contraignants sont des petites phrases en apparence anodines qui induisent un bon nombre de nos comportements. Donc, ces phrases sont « sois parfait »,« fais plaisir »,« sois fort »,« fais un effort »,« dépêche-toi ». Donc, peut-être que ce sont des phrases qui vous disent quelque chose et qui vous est arrivé d'entendre. En fait, ce sont des injonctions parentales classiques qui ont pour but de nous pousser à avancer, mais qui peuvent devenir ce qu'on appelle des messages contraignants, c'est-à-dire des messages qui nous obligent à adopter certains comportements qui sont inadaptés et que nous reproduisons sans cesse parce que nous sommes persuadés que c'est la seule manière, c'est ce qu'il convient de faire. Et donc, on dit que ces messages contraignants sont souvent des réponses d'hier à des problèmes d'aujourd'hui. Et donc, trouver la bonne permission à se donner peut aider à s'en libérer et n'en garder que le meilleur. Et pourquoi on vous parle des messages contraignants maintenant? C'est que la plupart de ces messages contraignants viennent alimenter notre syndrome de l'imposteur. Par exemple, alors pas tous, hein, c'est pas le cas de dépêche-toi par exemple, mais sois parfait. Sois parfait, c'est la petite voix qui dit « je ne suis pas assez parfait, mon travail n'est pas assez parfait, donc je ne suis pas au niveau ». Et ça vient alimenter ce besoin de perfectionnisme et de surinvestissement qu'on peut avoir. Et la permission qu'on doit se donner par rapport à ce soi parfait, c'est tu as le droit à l'erreur. On peut se fixer des objectifs réalistes. On peut demander de l'aide et être compétent. On a le droit de ne pas tout savoir et de faire des erreurs. On peut accepter l'imperfection. Parce que sinon, le risque des soins parfaits, c'est de ne plus reconnaître ce qui est réellement important. Le fait plaisir, ensuite, fait plaisir. Donc, l'idée du fait plaisir, c'est la petite phrase « fais plaisir à ta mère »,« sois gentil, je suis fatiguée ». Enfin, voilà, mais c'est un besoin de faire plaisir, mais donc d'être aimé. Et si les autres n'ont pas l'air contents, c'est que je ne dois pas être à la hauteur. Je ne leur fais pas plaisir. Et donc, la permission à se donner pour se libérer du fait plaisir, c'est fais-toi plaisir. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous respecter, pensez à vous aussi, agissez pour vous, vous pouvez définir vos limites. Et donc, vous voyez en quoi ces messages contraignants peuvent venir effectivement favoriser et amplifier ce syndrome de l'imposteur. De même, sois fort qui signifie la vie ne fait pas de cadeaux, il faut être courageux, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions.
il faut se débrouiller tout seul et surtout de ne pas demander d'aide. Et je pense à ceux dans le chat qui avaient mis ça m'empêche de déléguer. Et c'est typiquement le soi fort vient typiquement vous donner l'injonction de ne pas demander d'aide. Et donc, si je n'y arrive pas seule, c'est que je suis un imposteur. Et donc, la permission, c'est sois ouvert, exprime tes besoins. Vous avez le droit de ne pas subir et de trouver du plaisir. Vous avez le droit d'avoir des émotions. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez en donner aussi. Et vous pouvez faire confiance et avoir confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi lu tout à l'heure dans les réactions. C'est que effectivement, on peut demander de l'aide et déléguer. Et enfin, le fait des efforts. Fait des efforts, il vient de la petite voix qui vous dit on n'a rien sans rien, en gros. Il faut travailler, travailler, travailler pour réussir. La réussite facile ne vaut rien. Donc, vous voyez, ça peut rejoindre aussi les symptômes que Pauline évoquait au départ. Si c'est facile, ça vaut rien. Donc, je dois essayer encore et encore. Je suis un imposteur si c'est trop facile. C'est que ça n'a pas de valeur. On n'a pas travaillé pour mériter une réussite. Et donc, la permission associée, c'est respecte-toi. Vous avez le droit de réussir à votre manière et de prendre un chemin simple. Vous avez le droit de simplifier, de hiérarchiser, de vous détendre et de vous reposer. Et vous avez le droit d'être fier de vos réussites, même si elles sont obtenues facilement. Alors là, c'était vraiment un message assez simpliste, bien entendu, qu'on vous donne, ou simplifié. Les messages contraignants, c'est l'affaire d'une vie. Ils font ce qu'une personne est, que ce soit en positif et en négatif. Et par le coaching, nous, quand on travaille sur ces messages contraignants, on va aider les personnes, nos coachés, à trouver le juste équilibre. L'idée, c'est pas qu'un fait plaisir ne doit plus jamais faire plaisir et ne doit plus jamais prendre en compte l'autre. Au contraire, pas du tout. Mais c'est l'aider de façon à ce que ça ne devienne pas un message contraignant, mais que ça devienne un message finalement motivant. Alors, après cet aparté par les messages contraignants qui prennent une grande place dans ce syndrome de l'imposteur, il y a comment on peut l'apprivoiser finalement, ce syndrome de l'imposteur, avant qu'il ne vous contrôle. Alors, quelques premières pistes. Tout d'abord, le nommer. Quand vous l'entendez, quand vous entendez cette petite voix de votre imposteur, quelle que soit la forme qu'elle prenne, on va y revenir après, à qui elle parle? À qui elle appartient, cette voix, à l'origine? Parce que, comme je l'évoquais juste avant sur les messages contraignants, ils viennent de notre éducation au sens large, donc nos parents, nos professeurs, et toutes les formes d'autorité qu'on a pu avoir au nom de notre vie. Donc, est-ce qu'elle a la voix d'un chef qui ne croyait pas en vous, d'un parent, d'un collègue, d'un ami? La première étape, en fait, pour la réduire au silence ou pour la diminuer, c'est d'identifier à qui elle appartient. Elle n'existe pas. Elle incarne des remarques négatives ou des mauvaises expériences que vous avez pu avoir dans le passé. Ensuite, quand vous avez pu le nommer, cet imposteur, identifiez-le quand il se manifeste. Il se manifeste quand vous ne vous sentez pas en sécurité. Il est donc essentiel d'identifier ces moments où vous vous sentez le plus vulnérable. Quand se fait-il entendre? Est-ce juste avant de faire une présentation importante, par exemple, au moment de démarrer un nouveau projet? Qu'est-ce qu'il dit de vous, finalement, cet imposteur? Qu'est-ce qu'il pense de vos responsabilités? Qu'est-ce qu'il pense de ce que vous vivez? Et une fois que vous avez réussi à le nommer, à l'identifier ou à identifier quand il se manifeste, occupez-le. Alors, certains de nos coachés trouvent ça toujours enfantin. Qu'est-ce que je veux occuper une pensée qui envahit ma tête? Mais ça, c'est très important. Parce que vous savez ce qu'il vous dit, vous savez à quel moment il intervient, et maintenant, vous pouvez vous défendre. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser une technique de visualisation en lui donnant une occupation ou une mission. Visualisez bien ce que vous lui demandez de faire. Je te demande d'aller faire un tour, d'aller jouer ailleurs, de sortir de la salle d'opération. Par exemple, de sortir de mon bureau, de la salle de conférence, de vous attendre dans le couloir, dans votre bureau, dans le jardin. Alors, ça peut paraître un petit peu difficile et c'est une gymnastique à faire, mais ça fonctionne vraiment, cette visualisation. Et ensuite, avec quoi va cette visualisation? Ça va avec le fait de le transformer en allié. Parce que cet imposteur, comme on l'évoquait au début, il peut vous être utile. Et si vous parvenez à comprendre ce qu'il vous dit, vous gardez l'essentiel du message et vous ignorez le reste. Donc plutôt que tu n'y arriveras jamais, c'est trop compliqué pour toi,
votre imposteur, il vous dit peut-être, il s'agit d'une mission très complexe, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être bien préparé? Et donc, une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez décider s'il s'agit d'une mise en garde pertinente ou pas. Et vous pourrez prendre des meilleures décisions. Et vous emmènerez cet imposteur avec vous, mais vous ne le laisserez pas aux commandes, puisque vous l'avez occupé dans l'étape d'avant. Donc, vous restez maître de la situation. Mais vous êtes enrichi par ces conseils, par cet avertissement, puisque vous avez su ce qu'il vous disait de positif. Il vous fait douter, bah, tant mieux, qui donne de la valeur aux décisions des personnes qui ne doutent jamais et qui savent toujours tout. Et donc, en fait, c'est ça qu'il vous apporte de positif. Je vais vous donner un petit exemple d'un chirurgien que j'accompagne et on a travaillé un peu de nommer son imposteur, de l'identifier. Il se manifeste quand la situation en salle d'opération devient urgente et dangereuse. Et donc, finalement, elle l'a nommé en disant qu'elle l'avait appelé Mr Bean. Alors pour certains peut-être savent qui c'est, d'autres pas, un comique anglais qui gesticule beaucoup. Et donc elle donnait l'exemple de il débarque, il gesticule partout, il me fait perdre mes moyens. Et donc, eh bien finalement, elle s'est dit, ce Mr Bean, il a une utilité, il m'alerte quand les choses deviennent vraiment importantes et vraiment urgentes. Et je lui montre la porte de la salle d'opération. Et à force d'essayer, finalement, elle s'est rendue compte de l'utilité de son Mr Bean et d'arriver à canaliser ce Mr Bean pour qu'il ne vienne pas prendre pouvoir en elle. Donc vraiment, voilà, n'oubliez pas qu'en domestiquant l'imposteur qui est en vous, vous transformerez sa voix critique en allié de confiance. Et cet allié de confiance va vous guider à prendre des meilleures décisions. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes aux commandes et que finalement, cet imposteur ne peut pas être un frein à vos ambitions. Delphine, on a une question Pardon. qui est: est-ce que le syndrome de l'imposteur n'est pas juste un moyen de cacher son incompétence parfois? Vous voulez dire une excuse? Est-ce que ça veut dire une excuse? Après ça, le sujet, j'ai envie de dire, est entre vous et vous. C'est-à-dire cacher son incompétence aux yeux de qui, finalement? A priori, en tout cas, alors si c'est quelque chose que vous voyez autour de vous, pour la personne qui nous l'a posé, peut-être que c'est la manière dont vous le manifestez. Quand on parle de vous-même et de ce syndrome de l'imposteur qui se manifeste chez vous, non, il n'est pas présent pour cacher l'incompétence. Il va mettre plutôt des lanternes ou des signaux d'alerte sur des choses où on sort notamment de sa zone de confort, et donc de se dire: «Du coup, je n'en suis pas capable», mais je ne dirais pas qu'il cache de l'incompétence. Non, je ne pense pas non plus. Pour nous, le syndrome de l'imposteur n'est pas un problème. Il est normal et sain, si tant est qu'on travaille pour faire avec et qu'on s'en serve pour grandir encore, qu'on s'en serve pour prendre conscience de sa valeur, de qui nous sommes, de ce qu'on acquiert tous les jours et de ce qu'on apporte dans notre travail. Il est vraiment porteur de votre capacité à apprendre, en fait, à faire mieux et à avoir conscience de vos limites. Mais il n'est pas le maître à bord, parce que le chef, c'est vous, justement. Et ça, c'est important de vous dire de le voir de cette manière-là, c'est-à-dire de le voir comme une capacité à apprendre encore et pas à vous bloquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pauline, ou je continue sur un petit exercice individuel? Je t'entends pas. Tu peux continuer. Très bien. Alors, on voulait vous proposer un petit exercice à faire individuellement, qui va vous aider à vous servir de votre imposteur pour souligner ce que vous faites de bien. Parce que ce serait idéal s'il se manifestait, cet imposteur, que pour souligner ce que vous faites de bien, si c'était cette petite voix positive. Donc, nous, on vous propose d'essayer de faire le choix conscient d'écouter le positif. Alors, pensez à une manifestation récente de ce syndrome. Vous nous avez tous donné dans la première partie toutes les fois où il s'est manifesté, quand vous n'avez pas osé postuler, quand vous n'avez pas osé déléguer, quand vous n'avez pas osé faire confiance, etc. Et notez ce que cet imposteur vous a dit. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être obligé de partager. Donc, c'est vraiment un exercice pour vous. Notez ce dont vous vous souvenez. Est-ce que votre imposteur vous a dit « t'es vraiment trop nul, tu n'y arriveras jamais » Est-ce que cet imposteur vous a dit « ils prendront des gens bien meilleurs que toi » Peu importe. Notez ce qu'il vous a dit dans cette situation. Et une fois que vous l'aurez noté, écrivez l'opposé de ce que vous venez de noter.
Et on vous propose, si vous êtes à l'aise, de le partager dans le fil, de partager cet opposé. Tu es vraiment trop nul, tu es vraiment bon, tu es capable. L'opposé de ce que vous venez noter. Parce que l'objectif, en fait, de cet exercice, c'est d'écouter le positif, de prendre conscience que votre imposteur vous dit quelque chose, mais que vous, vous avez envie de prendre le positif de ce qu'il dit. Et si vous vous mettez à faire cet exercice régulièrement, quand il se manifeste, de noter ces messages positifs sur un petit cahier, sur des post-it, et que s'il se manifeste fréquemment, comme vous nous l'avez dit dans votre premier sondage, il est possible qu'après quelques jours, quelques mois, quelques semaines, vous aurez beaucoup de messages de motivation à relire quand votre critique intérieure sera trop présent. Alors, on en a quelques-uns, Delphine. On a tu es trop rapide. Tu Très es bien. capable d'y arriver. Tu es légitime. Donc ça, c'est les personnes qui ont partagé ce qui leur venait quand elles allaient à l'encontre de la voix de l'imposteur. Ce que tu as fait ne peut qu'être bien. Tu es compétente pour cela. Tu as réussi le concours parce que tu le méritais. Tu es à la hauteur. Tu es très organisée. Tu n'es pas là par hasard. C'est beau quand on entend tout ça lu. Tu peux tout porter. Tu peux le faire. Merci pour ces partages parce qu'effectivement, c'est important. Tu en fais juste assez. Alors attention de ne pas je pensais au premier, parce que c'est le premier que tu as dit, Pauline, tu es trop rapide. C'est tu es très rapide. Tu sais être rapide. C'est ça qu'il dit. Il ne fait pas une autre critique. Tu le mérites. Ton opinion est aussi intéressante. Et ça, on va en parler de l'opinion quand on vous donnera les exemples à la fin. Parce qu'on a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui n'osent pas donner leur avis dans certains contextes. Peu de personnes sont capables de faire ce que tu fais. Regarde et entends les retours positifs de ton entourage. Tu es au top, tu es travailleuse, tu es à la hauteur de la même personne. Donc, plusieurs messages positifs. Tu as le droit d'être là. Je suis fière de toi. On ne va pas penser que tu es idiote. Non, on va même penser que tu es brillante. Et ça ce sont des exercices importants à faire pour faire taire ce syndrome et pour finalement vraiment en garder le meilleur, parce qu'il est là, encore une fois, pour vous protéger, pour vous dire quelque chose de positif, mais trop de lui devient négatif. Merci beaucoup, tu as le niveau. On en a encore quelques-unes, donc merci pour ces partages. Je suis consciente de l'heure, donc on va avancer, mais essayez de faire cet exercice. Aujourd'hui, peut-être qu'il vous paraît enfantin ou que ça ne vous parle pas. Essayez sur plusieurs fois où ce syndrome se manifeste et vous verrez ce qu'il peut apporter également. Il y a quelqu'un qui nous demande, Delphine, si on parlera des causes exogènes du syndrome de l'imposteur, la pression professionnelle, le harcèlement. Alors, on n'a pas prévu vraiment spécifiquement d'en parler là. Non. C'est des choses qui peuvent venir l'alimenter. C'est généralement le terreau de syndrome de l'imposteur. Effectivement, il est présent et Delphine parlait des messages contraignants de l'enfance, donc qui vont venir aussi alimenter ça. On peut être dans un environnement professionnel très bienveillant et quand même souffrir de ce syndrome et ne pas entendre les voix des autres qui nous donnent tous les signes de reconnaissance positifs, mais effectivement, on peut être dans des situations professionnelles qui vont venir l'accentuer parce que on va être dans un environnement qui ne va pas être bienveillant, qui va être compliqué et qui va venir nous renforcer négativement et venir alimenter. Et on a 1 heure ensemble, donc on pourrait aborder plein de sujets, notamment sur la légitimité, mais effectivement, ça peut faire partie des choses qui viennent alimenter notre sentiment d'imposture et le manque de légitimité. Et du coup, les exercices individuels que vous pouvez faire dans ce cadre sont d'autant plus importants que l'environnement est néfaste et négatif. On va venir parler un tout petit peu des comportements toxiques. On ne va pas avoir beaucoup de temps, donc on va simplement l'évoquer.
Justement pour faire taire ce syndrome et pour travailler avec lui, quelques premiers pas qu'on vous propose de faire la liste de vos compétences et de vos qualités. Nous, on fait aussi travailler en coaching sur plein d'exercices autour de la légitimité, sur les sources de la légitimité, c'est-à-dire quelle est ma légitimité donnée, c'est-à-dire celle que les autres me donnent, quelle est ma légitimité attribuée, c'est-à-dire celle que j'ai eue par des diplômes, celle que j'ai par réputation, pardon. Quelle est ma légitimité justifiée, c'est-à-dire celle que j'ai eue par des diplômes. Et puis, on travaille ces sources qui viennent tout alimenter ce qu'on pourrait appeler votre lac de la légitimité. Ça, c'est un exercice qu'on fait beaucoup. Mais donc, simplement, vous, déjà, faire la liste de vos compétences et de vos qualités. D'apprécier les remerciements afin de vous réapproprier vos succès. Ça, c'est très important. On appelle ça les signes de reconnaissance, qui sont aussi un grand sujet. Mais c'est important. Souvent, on l'évoquait par fausse modestie. Non, non, ne me remercie pas, c'est normal, etc. Vraiment apprécier. Parce que si quelqu'un prend le temps de vous remercier, si quelqu'un prend le temps de vous faire part de quelque chose qu'il a apprécié, c'est que c'est important pour lui. Donc, apprenez à le savourer. Osez demander de l'aide, parce qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et encore, la collaboration, c'est la clé pour mieux accepter ce syndrome de l'imposteur. Plus on collabore, moins il est fort en général parce qu'on fait ensemble, en équipe. Croyez aussi en la bienveillance autour de vous, ça c'est important. Les personnes qui vous écoutent lors d'une prise de parole ou les personnes qui vous confient un projet ne vous attendent pas au tournant pour que vous vous plantiez, en général, ou que vous commettiez une erreur. Vous voyez, nous, on ne se dit pas que vous tous autour de cet écran attendez qu'on dise des bêtises ou qu'on dise des choses inintéressantes. On se dit plutôt que ils pensent, si vous êtes là, c'est que vous pensez qu'on peut vous apporter quelque chose. Donc, on croit en la bienveillance de notre public. Et puis, d'apprendre à accepter la critique aussi. Ça, c'est important parce que on vous reproche un oubli, on vous reproche une erreur. C'est pas une question de compétence. C'est peut-être qu'on veut, très honnêtement, vous le signaler parce que la prochaine fois, vous ne le ferez pas et ce sera mieux pour vous. Donc, vraiment, de vous dire que ajuster le tir, tourner la page, avancer et puis refuser peut-être. On parlait des signes de reconnaissance. Si les signes de reconnaissance sont négatifs et qu'il était nul, qui est un signe de reconnaissance négatif inconditionnel, peut-être le faire spécifier. Sur quelle partie n'ai-je pas été bon? Dans cette présentation, j'ai bafouillé, j'ai pas mis les bonnes références, j'ai pas mis les bonnes informations. Et on accepte beaucoup mieux une critique quand elle devient spécifique. Et ça peut vous aider justement. Delphine, je vais juste prendre la parole parce qu'il y a des remarques sur le fait que ce que l'on dit là est essentiellement fondé sur la responsabilité individuelle et comment est-ce qu'on tient compte du fait que du coup, ça repose toujours sur les femmes de se protéger et voilà, que c'est comme les stages d'autodéfense alors qu'il faudrait apprendre aux personnes de ne pas faire subir, etc. C'est un point important. Néanmoins, nous, dans l'approche du coaching, quand on accompagne quelqu'un à titre individuel, on va essayer d'actionner ce que cette personne peut mettre en place. C'est cette personne qu'on a en face de nous. Et donc, on va aller voir quel levier cette personne peut mettre en place pour arriver à se sortir de l'écueil dans lequel elle est ou arriver à atteindre l'objectif qu'elle a. Si on accompagne une équipe ou un système, là, on va travailler sur le collectif. Et ça nous est arrivé d'avoir des collectifs qui n'étaient pas un environnement bienveillant, qui n'était pas dans un environnement où on mettait en avant la reconnaissance, etc. Et donc là, on va travailler avec le collectif sur comment faire évoluer la culture du collectif. Mais effectivement, là, on s'est dit qu'on avait en face de nous des gens à titre individuel. Et donc, ce qui était intéressant pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que vous, individuellement, vous pouviez mettre en place. Et je me permets de rebondir parce qu'effectivement, ça m'a fait penser à une slide de Delphine tout à l'heure sur laquelle j'aurais souhaité également répondre et reprendre à nouveau mes lunettes de l'égalité. Et effectivement, je parle plus particulièrement des messages contraignants. Donc ça fait penser aussi à quelque chose, notamment pour les femmes, à tous ces rôles stéréotypés en fait, donc que la société, malheureusement met en place et surtout continue de faire perdurer avec l'ensemble de ces injonctions qui sont encore plus fortes pour les femmes. Et donc
cette impossibilité à être à la fois, gentille, attentive aux autres, bienveillante et cetera, mais en même temps, de faire preuve de courage, de foncer et puis surtout aussi d'entendre ce message-là et ça fait, la remarque qu'on vient de recevoir, ça fait penser à ça, d'entendre aussi la remarque de la part de voilà, collective, on va dire, que lorsque les femmes n'y arrivent pas, bah, c'est parce qu'elles ne se sont pas donné les moyens tout simplement pour le faire. Et donc attention, effectivement, faut bien de la même façon dont vous l'avez conseillé de penser effectivement à cet imposteur, le démasquer en quelque sorte, bah, là, pareil, déconstruire ce type de message, donc qu'on reçoit, depuis le plus jeune âge et qu'on reçoit en plus dans tous les milieux, que ça soit professionnel mais également personnel. Et effectivement, même si aujourd'hui on parle de quelque chose, d'une démarche qui est plutôt bienveillante, peut-être calquer aussi par-dessus toute cette couche-là qui revient à sensibiliser l'ensemble de la société sur le fait de toujours effectivement parfois, reproduire les mêmes attitudes et les mêmes, rôles stéréotypés avec lesquels on est toutes et tous, donc habitués, depuis toujours. Je vais m'arrêter là pour vous redonner la parole Delphine et clôturer. Et monsieur Harpé qui disait: «N'y a-t-il pas autant de rôles stéréotypés attribués aux hommes?» Tout à fait, et le soi fort est très souvent aussi un rôle stéréotypé attribué aux hommes. Alors, Exactement. on voulait vous donner quelques exemples en coaching, on va pas avoir le temps de les disséquer ensemble, j'ai conscience qu'il est déjà 14 heures, mais on voulait pas vous quitter sans ça. C'est pour vous donner des exemples où, finalement le syndrome de l'imposteur a débarqué, dans nos coachings et que, nos coachés nous ont dit: «Aidez-nous, je suis un imposteur», donc voilà. I Quelques exemples concrets, comme vous le voyez, ces différents leviers qu'on propose, voilà, une directrice de CHU qui dit: «Je suis impliquée dans beaucoup de projets stratégiques, mais je ne fais rien d'extraordinaire, tout le monde peut le faire, j'ai juste eu de la chance». Et donc nous, par exemple, avec elle, on va aller déconstruire ça, faire une analyse de son système, comme on l'évoquait juste avant. On va aller comprendre quelles sont ses émotions derrière tout ça, et puis utiliser des outils comme l'arbre de vie, qui est une autre manière de comprendre comment se construisent les valeurs de la personne, comment, quelles sont ses valeurs, d'où vient sa légitimité, où est-ce qu'elle vient s'ancrer, etc. Mais ça, c'est sur une prise de poste, par exemple. Mais aussi, on peut aller travailler sur de la gestion du temps parce que, eh bien, on va avoir des coachés qui vont nous dire, je reporte des sujets fondamentaux que j'ai à traiter et j'ai plus le temps de les faire correctement. Et ils sont pas au niveau, et ça devient une sorte d'excuse en fait, ou d'auto-sabordage. Ça, c'est très fort aussi dans le syndrome de l'imposteur, de se saborder. Et donc, on va travailler ensemble sur comment on prépare mieux des réunions, comment on s'organise mieux, comment on anticipe mieux, comment on priorise mieux, pour pas être pris par cet imposteur qui prend tellement de place qu'il vient vous auto-saborder ou vous donner une excuse pour ne pas faire des choses bien, de peur de les réussir. Euh, voilà, ça c'est pour vous donner quelques exemples avant de vous laisser. Et peut-être juste montrer que ce que vous voyez dans les thématiques abordées en dessous, ça va bien au-delà du syndrome de l'imposteur. En fait, on va toucher à des sujets de délégation, de gestion du temps, de légitimité qui là rejoint bien ce sujet-là, de connaissance de soi. Donc voilà, souvent, en détricotant ce syndrome, on vient toucher à d'autres sujets sous-jacents qui viennent embêter les personnes dans leur pratique professionnelle au quotidien. Voilà, donc ensuite, si vous voulez en avoir le cœur net, sur notre site internet, on a un test, donc que vous pouvez passer, que Pauline évoquait en introduction, qui est l'échelle de Clance. Et on voulait vous laisser avec également un dernier sondage pour savoir si ce webinaire vous avait été utile. Et puis, si vous avez des questions, ben, vous pouvez bien évidemment nous contacter si vous le souhaitez. Donc, Nicoletta, je vais vous redonner la main pour que vous puissiez partager le dernier sondage, si on peut encore vous prendre une minute de votre temps. Merci et effectivement, il est déjà ouvert. Je vous recolle juste rapidement le lien pour, celles et ceux qui souhaitent, répondre. Merci beaucoup, Delphine et Pauline pour votre intervention aujourd'hui. Bien évidemment, on n'est que sur en 1 heure, voilà, c'est une façon d'aborder très, très rapidement un sujet, mais ça ne permet bien entendu malheureusement pas d'aller au fond de l'ensemble des Absolument. questions et des questionnements aussi, on va dire annexes.
Donc pourquoi pas, si le sujet vous intéresse, on peut aussi, entrevoir une possibilité à un moment donné d'aller plus loin ou alors, de vous informer par vous-même, sur le sujet ou de contacter aussi Pauline et Delphine si le sujet vous intéresse. Donc merci, beaucoup à vous. Je vais partager quand même rapidement l'écran. Où, je vois que oui, pour la plupart des personnes, la thématique était donc, intéressante. Donc merci d'avoir pris 1 heure, de votre temps aujourd'hui pour être avec nous. Et merci donc à Delphine et Pauline aussi pour leur intervention et bonne journée à tout le monde et donc à bientôt pour un nouveau séminaire du mardi. Merci à tous. Merci beaucoup, merci pour votre confiance.